Symphorie solitaire, chapitre 1. M. Elle était là, allongée, à quelques centimètres de lui, sans dire un mot. La respiration haletante, le fixant dans le noir. La température de sa peau se réchauffait progressivement. Son orgueil l'empêchait de lui parler. Ils s'étaient tous deux enfermés dans des querelles dogmatiques. Néanmoins, en vacillant entre éveil et sommeil, elle émettait parfois quelques sons de gorge, pouvant être interprétés comme de petits gémissements. De sa position, elle pouvait juste observer sa gorge et sa mâchoire serrée. Elle se demandait en le regardant dans la pénombre, en écoutant son souffle et en regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser tour à tour, s'il pouvait, même un peu, ressentir la même chose. Elle se taisait, mais chaque pore de sa peau transpirait le désir. À ce stade, ce n'était plus de l'envie, mais du besoin. Elle pressait de plus en plus fort sa jambe, malgré tout repliée sur sa cuisse, en calant sa respiration sur la sienne. À cet instant, elle le savait, c'était sa kryptonite, mieux, sa kétamine. Il était à la fois la douleur et le seul traitement possible à celle-ci. Le coup et le contre-coup en un seul traitement. Elle attendait son psychotrope, son anesthésie générale. Alimenter son corps pour faire taire son esprit. Elle avait mal à cause de lui, mais aussi sans lui. Et le pire, c'est qu'elle ignorait quelle douleur était la plus écrasante. Tout ce qu'elle savait dans cet instant précis, c'est qu'elle le voulait corps et âme. Elle en avait besoin en elle. Le vide qui l'habitait était constant en présent. Il la consumait. Alors Mathilde en était là, à lui envoyer les ondes mentales de son désir. Il voulait qu'il l'entende, c'était vital. Si M attendait encore, elle s'effondrerait, c'est sûr. Le manque de contact l'a tuée. Il y avait eu entre eux autrefois une énergie spectaculaire, un lien extraordinaire comme réveillé de vieilles ténèbres qui semblaient indéfectibles et qui maintenant s'étiolaient. Elle semblait toujours un peu perdue, comme si elle attendait un train sur le mauvais quai de gare. M savait que le train qu'elle attendait ne l'emmènerait jamais à destination, mais elle attendait quand même, comme suspendue au bout d'une corde, ses pieds se balançant au-dessus du vide, essayant de rattraper le tabouret qui la maintenait en vie il y a peu. Dans le fond, Mathilde se disait qu'elle devait être accro au drame. Elle ne faisait que l'attirer, s'y accrocher, s'évertuant à rendre une situation impossible possible et à dénouer l'inextricable. Comme quand on se rend compte qu'on est en train de rêver et que l'on veut modifier la fin. M socialise avec le diable en se pensant sainte. Sainte Mathilde ne sait plus à qui se vouer, vacant à son rosaire alors qu'elle s'immole. Et pourtant, dans le fond, elle ne pouvait se vouer qu'à son propre sein. Et pourtant, elle en était là, suffocante de chaleur, le corps étreint contre le sien, le petit monstre tapis à l'intérieur de son ventre, celui qui tantôt la dévorait, tantôt la laissait tranquille pendant de courts moments. Ce petit cancer, rescapé de son enfance, la consumait. Ce cancer, c'était la peur de l'abandon. Elle était forcée de nourrir cet animal de temps en temps, sinon elle le sentait, elle en mourrait. Il lui prenait ses forces, sa résistance, la foi en elle-même et son ego.
Il lui prenait tout ce qu'elle avait. Il lui susurrait dans ces moments de déviance que tout était possible, qu'elle n'avait qu'à tout oublier, que cet instant effacerait tout. Désormais, tout irait bien. Désormais, tout irait bien. Et puis, ça faisait tellement mal, comme des milliers de coupures à vif sur tout le corps, de se sentir vide à l'intérieur, inhabité. Alors, elle cédait au contact chaud, cédait à cet état de léthargie où elle se sentait enfin entière puisqu'aimée. C'était sa kétamine, sa putain de kétamine. Les mouvements de va-et-vient semblaient bercer son esprit. Son cœur se gonflait de nouveau quand l'action s'intensifiait. Elle augmentait son plaisir à lui, en lui caressant la bouche de sa langue humide. Ce moment intense où elle se sentait plus appartenir à quelqu'un d'autre qu'à elle-même la rendait euphorique. Ses mouvements répondaient aux siens de manière mécanique. Ses hanches se levaient lorsqu'il fallait qu'elle se lève, et son corps se cambrait lorsqu'il fallut qu'il se cambre. Même sa respiration saccadée était mécanique. Puis, quand enfin il se déchargea en elle, son corps retomba lâchement sur le matelas. Sa respiration se calma peu à peu, les battements de son cœur ralentissaient et l'étourdissement de son esprit s'évaporait lui aussi. L'effet de la kétamine disparaissait. Le pire dans tout ça, c'était sûrement la descente. Une fois que son corps las à lui était retombé sur le matelas, que plus un bruit ne fut émis, ce fut comme un signal. Toutes les raisons qui l'avaient amené à ne plus vouloir reposer près de lui revenaient comme un millier de piqûres d'abeilles. L'amnésie curative avait cessé et son esprit brûlait de nouveau. Un flot ininterrompu de larmes coulait le long de ses joues. En elle, un torrent, un déluge s'abattait. Et pourtant, la chambre reposait dans un silence monacal. Mathilde avait déjà été remplie d'un millier de sentiments. L'amour, la colère, la rage, la joie, l'empathie, ah oui, l'empathie, le grand bonheur, l'impuissance, la jalousie. C'était humain. Ce qui rendait Mathilde inhumaine, ce devait être le sentiment d'abandon. Celui-là, le pire de tous, lui faisait peur. Celui-là, perfide, la trahissait. Celui-là la transformait. Elle devenait animal comme la crainte, celle qui rend les animaux effrayés et dangereux. Comme une petite bête indéfinie, sans visage, une forme approximative tout juste cribouillée, noire, dégoulinante de suie, tapie dans l'ombre, attendant l'heure de la lumière. Elle était cette chose cabossée, un peu effrayante, cette chose dont on a pitié mais dont on ne s'approche pas. On la regarde d'une curiosité malsaine, de loin, sans qu'elle puisse s'apercevoir qu'on la voit. Elle ne ressemblait à rien de vivant, ni même à rien de mort. Juste une entité errante, roulant aux aléas du vent comme le ferait un ballot de poussière. Piétinée, parfois poussée, au mieux écartée. C'est ce qu'elle était. Enfin, c'est ce que elle se représentait d'elle-même lorsque le sentiment d'abandon la gagnait. Elle souffrait du sentiment de n'appartenir à personne, de ne manquer à personne, de n'être rien à personne, d'être juste pour elle-même. Mais pour elle-même, elle était déjà peu de choses. C'est une douleur qui lui venait de loin, du plus profond de sa mémoire de petite fille. Du premier souvenir de ses 2 ans seule dans un appartement, au dernier souvenir de ses 22 ans seule dans un appartement.
C'est une fissure dans l'âme, un trou béant au milieu de la poitrine qui pourrit chaque fois plus, qui soigne quand le cœur voudrait crier lui « Je vis, je vis ». C'est la cloaque qui s'agrandit, qui prend toute la place, qui la gagne telle une gangrène. Vite, vite, ça pourrit, ça pourrit. Ça monte jusqu'à la tête. Et puis un jour, ça prend le dessus sur ce qui est bon. Sur les souvenirs qui disent « Respire, respire ». Sur les joies qui disent « Rien encore, rien encore ». Et Mathilde finit par réellement devenir la bête immonde qu'elle s'imagine qu'elle est. Quand elle s'y essaie, elle doit faire un effort pour y penser, car elle a tapissé au plus profond d'elle-même, dans un endroit impénétrable. Elle a matérialisé un endroit dans son esprit, comme une boîte de Pandore, pour y mettre tous ses mauvais souvenirs. Cet endroit est une maison rouge aux fenêtres blanches. Elle l'a remplie de fantômes du passé, de bribes de souvenirs qui se matérialisent et virevoltent, sans jamais se rencontrer. Si elle sonne à la porte de la maison, ils se présentent chacun à leur tour. Elle peut en choisir un si elle le désire, et lui faire dire tout ce qui lui fait plaisir. Rejouer ses souvenirs à l'infini, comme sur un lecteur cassette. Mais la plupart du temps, Mathilde ne sonne pas à la porte de la maison rouge. Elle la regarde de loin, de derrière la grille qui l'entoure, et serre les barreaux dans chacune de ses mains, si fort, si fort. En vérité, la maison rouge l'effraie. Un jour, elle sera trop petite pour tous les contenir. Elle a peur de la maison rouge aux fenêtres blanches, mais elle en a besoin pour les mettre tous dedans. Gentils, méchants, égarés et violents, les souvenirs et les gens. Pourtant, la bête a encore quelques souvenirs, pas seulement ceux qu'elle enferme dans la maison rouge bien loin dans sa tête, pas seulement ceux qui lui font crier la noyade quand elle y pense, pas seulement ceux où elle avait la tête sous l'eau, ceux où ses poumons brûlaient à force de manquer de souffle et où son corps s'immolait tout entier. Pas seulement les moments où elle se réveillait de sa solitude léthargique, crachant tout le liquide qu'elle avait avalé en se noyant, mais ceux aussi pendant lesquels elle refaisait surface. Les vrais moments de joie intense qui n'avaient pas été contaminés. Il y en avait quelques-uns. Ces moments, lorsqu'elle se concentrait assez fort dessus, lui redonnaient quelques espoirs entre ce qui a été et ce qui pourrait être. Ces quelques précieux instants auxquels elle tient encore lui fait entrevoir un visage humain et lui débarrasse au moins un peu de la névrose qu'elle porte au cœur. Mathilde a grandi avec cette affliction. Ce nom de sa mère et de son père, c'est une condamnation. Mathilde respire quand on la regarde. Mathilde vit quand on la voit. Mathilde sourit quand elle intéresse. Mathilde adore quand on l'aime. Chut, chut, Mathilde est humaine. Son cœur bat la chamade quand on la touche. Chut, chut, son corps tremble quand on l'embrasse. Chut, chut, Mathilde est inhumaine. Son corps tombe quand on la laisse. Mathilde glorifierait tout bas l'Iscariote en saint parmi les saints pourvu qu'il revienne à elle. Chut, chut, Mathilde prie. Mathilde expire. Le parfum. Elle portait un parfum musqué, un parfum de vigne sous la canicule de Provence. C'était son parfum favori. Il émanait d'elle des notes suaves et excitantes. Elle commençait, après être sortie de sa douche,
s'être séché entièrement le corps par en disposer quelques gouttes dans le creux de sa nuque. Elle étale du bout de ses doigts quand le spray avait été trop fort et que la fragrance découlait le long de sa poitrine. Elle m'en mettait également une pression rapide entre ses deux seins, qu'elle étalait également de part et d'autre de chacun de ses mamelons. Elle pouvait alors les voir durcir sous l'effet du froid et de l'humidité de la vigne. Voir durcir ses petites boursouflures au milieu de ses mamelons la réchauffait quelque peu. Elle avait une poitrine moyenne, mais se sentait désirable. Son corps était menu, voire osseux, mais elle avait toujours été ainsi. Pas le moindre gramme de graisse n'accroche à son corps. Mathilde aurait préféré posséder au moins un peu plus de poitrine, des cuisses sportives, des chevilles plus larges et des fesses plus rebondies, mais elle était ainsi faite. Elle s'en était accommodée et avait fini par aimer ce qu'elle voyait d'elle. Ce qui était paradoxal car elle ne se trouvait pas jolie au-delà de la moyenne. Elle dégageait néanmoins un charme, un pétillement dans les yeux, ainsi une intelligence dans le regard, une façon de se tenir, de s'instruire. Elle s'appliquait à parler et choisissait ses mots. Mais cela, c'était la timidité qui l'y avait forcée. À force de parler aux gens dans sa tête, de répéter en elle-même une dizaine de façons différentes de dire la même chose avant d'aborder quelqu'un, c'était devenu un mécanisme automatique. On l'accusait parfois de trop réfléchir à ce qu'elle allait dire, mais elle ne pouvait s'en défendre. Elle était bâtilleuse, voilà. Mathilde effleurait maintenant le début de sa floraison pour y déposer quelques notes de parfum. Elle pouvait sentir sous ses doigts la matière rosée et douce se déployer légèrement. Le petit bouton gonflait petit à petit sous sa courte toison. Elle n'avait pas besoin d'appeler le désir. Il était toujours là, prêt à être attisé, prêt à bondir, laissant place à la métamorphose. Elle n'était jamais autant sûre d'elle que dans le sexe. Sentir l'effet qu'avait son corps sur le corps de l'autre la remplissait de plaisir. À cet instant, pendant l'amour, on la désirait enfin, et elle se sentait toute puissante. Mathilde pouvait regarder le corps contracté de celui qui la voulait, et cela lui faisait tourner la tête. C'était une autre facette de la bête. Elle pouvait enfin se nourrir, être repue, pourvu que l'acte en lui-même fût satisfaisant et qu'elle durât plus que quelques instants. Elle aimait regarder ses bras, les caresser du bout des doigts, de haut en bas, de bas en haut. Puis son regard se posait sur son torse. Elle se fichait qu'il soit musclé ou non. Elle voulait juste le voir. Et enfin, son regard se perd sur son instrument. Regardez les va-et-vient, l'ardeur avec laquelle il les exécute et la forme que prend sa propre intimité pour l'accueillir. Car c'est bien ça qu'elle faisait quand elle l'acceptait en elle. Elle l'accueillait dans son chez-elle, au fin fond de son intimité, et s'il pouvait toucher ce fond, il avait déjà son cœur. Elle ne pouvait se donner sans aimer. Ensuite, son regard se jeta sur son visage à lui, crispé, transpirant, luisant de sueur. Elle le trouvait extraordinairement beau. Ses traits à lui devenaient bestiaux, presque inhumains, mais elle les adorait ainsi, parce qu'ils étaient trempés de désir, de satisfaction et d'admiration pour son corps à elle. Pendant un bref instant, elle était irrésistible, extraordinaire et invincible. Elle se sentait aimée. L'euphorie retomberait bien assez tôt, mais pendant ce temps-là, elle y croyait fermement. Mathilde secoua la tête et ses boucles brunes se muèrent sur son visage pâle.
Elle enfila ses sous-vêtements neufs, une petite culotte et un soutien-gorge sans armature en Vichy rose clair. Il fallait qu'elle remette ses idées en place. Elle m'enfilait ses bas noirs à petits carreaux et sa petite robe noire. Ce parfum de ville la représentait. Il faisait partie de son identité. Il était inscrit dans son code génétique. On ne pouvait se souvenir d'elle sans se souvenir de son parfum. M serait quelqu'un ce soir. Quelqu'un d'autre. Il fallait qu'elle fût une autre qu'elle-même pour devenir quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Catherine. Son pseudo, avec un K, pour se démarquer de toutes les autres arrivistes du site. Elle devait être rousse pour être K. Alors elle pinça comme il le fallait chaque épingle sur sa tête, afin qu'aucun cheveu brun ne dépasse, afin de plaquer correctement sa perruque. Elle prenait un accent légèrement slave, comme si elle avait immigré dans le pays il y a déjà plusieurs années. Il lui suffisait de rouler ses R et d'appuyer plus gravement la fin de ses phrases. Elle s'était entraînée en regardant quelques vidéos YouTube et l'autodidacte avait même poussé l'apprentissage jusqu'à l'expression de quelques phrases et insultes russes. Son alias était tout ce qu'elle n'était pas. Sûre d'elle, consciente de sa beauté et de son charme, capable de faire plier n'importe quelle volonté sous son regard. Catherine était, elle, inflexible et ne transigeait pas à propos de ce qu'elle souhaitait. K ne s'accrochait pas aux êtres, c'était les êtres qui s'accrochaient à elle. Chaque fois que Mathilde devenait Catherine, elle espérait garder un peu de cet acabit pour elle-même. Mais il y avait une réelle scission entre elle et son alias. Au début, lorsque toute cette histoire a commencé, elle n'en prenait pas. Mathilde a un corps qui a besoin d'être touché, une bouche qui a besoin d'être embrassée, un cou qui a besoin d'être effleuré du bout des doigts, du bout des lèvres. Elle est comme toujours en attente d'un contact, court, prolongé, n'importe quel contact, pourvu qu'elle ressente quelque chose. Elle est comme une bête sauvage qui a besoin d'être apprivoisée à chaque instant, qui oublie sans quoi d'être vivante. Elle est la pluie et le beau temps, l'arc-en-ciel et le déluge. Elle est remplie d'hier, bloquée dans une spirale de souvenirs. Ce corps qui réclame, cet esprit qui crie, c'est pour revenir à aujourd'hui, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Maintenant, tout de suite, respire, respire. Elle entendait le réfrigérateur bourdonner encore et encore, et avait même l'impression que le volume s'accroissait. Impossible de fermer l'œil. Mathilde dormait sur le canapé chez sa tante et n'était que de passage. Son choix de vie particulier l'empêchait de paraître auprès de sa famille, aussi souvent que sa tante le voudrait. Personne ne savait pour Catherine. Personne ne devait jamais le savoir. Personne ne comprenait. Un jour, cela arrivait forcément. Elle le savait. Mais tant que ce jour n'était pas arrivé, elle pouvait garder le secret. Un de plus. Depuis la fuite de sa mère qui l'avait laissée seule dans un appartement pendant 2 jours, alors qu'elle n'avait que 3 ans, et son père qu'elle n'avait pas connu, sa famille, c'était ça. Sa mère est revenue depuis de différentes façons et dans différents états physiques et psychologiques, s'octroyant de fait, à chaque visite, le droit de traiter sa fille comme si elle l'avait toujours à ses côtés. Elle ouvrait grand la porte et poussait de grands cris en la voyant, s'attendant à ce que la petite lui saute dans les bras. Mathilde s'était habituée à son absence, et cette mère qui l'avait autrefois abandonnée ne représentait plus grand-chose pour elle, tout juste un membre de la famille de passage.
Elle ne savait pas trop ce qu'elle ressentait à son sujet. Un vide sûrement, une grande interrogation, un grand malaise, le premier abandon de sa vie.